tous et bienvenue sur Casa Milan. Le Milan s'est imposé in extremis à Udine hier, but de Captain Marvel Romagnoli à la 96e minute au terme d'une nouvelle prestation décevante, le mot est faible. Mais nous sommes 4 pour analyser ce match aujourd'hui puisque j'accueille Nico, Tom et Aristide. Salut à vous. Salut. Bonsoir. Bon Nico, Salut. comme souvent tu démarres, hein, on en vient à se demander si cette équipe méritait cette victoire finalement. Qu'en as-tu pensé ? Mérité, franchement, moi je pense pas tant que ça. Après, ils auront eu le mérite de rien lâcher, ça c'est sûr. Et ils ont poussé quand même les 25 dernières minutes où je trouve que l'Udinese a essayé quand même de sauver le point du nul. Mais bon, je trouve que les victoires pour l'instant tiennent vraiment à. Surtout nos 2 dernières victoires à la dernière minute à chaque fois, ne tiennent vraiment. On est vraiment sur le fil du rasoir, quoi. Et je pense que j'ai très peur qu'avec les 3 prochains matchs qui arrivent, le Betis, donc jeudi, en sachant qu'on a quand même pris une danse au match aller, on s'en sort bien en perdant que 2-1 à la maison. La Juve, où là, il y a vraiment 2-3 classes d'écart pour les avoir vus un peu jouer. Et là, et le match après contre la Lazio, qui va être contre un concurrent direct. J'ai peur qu'on revienne à notre place et que le choc fasse très mal. Ouais, alors c'est vrai que c'est dur, hein, Tom, de voir ce genre de match. Ça fait un petit moment que t'as pas participé non plus. J'imagine que t'as sorti la corde, non, hier soir. Comment ça s'est passé ? Ce qui est bien, au moins quand on est supporter du Milan, c'est que on sait jamais ce qui va se passer et que au moins les sujets à rebondissement, ça ils sont légion. Parce que honnêtement, depuis des années, on en a vu des spectacles, du Milan qui passe du toit de l'Europe au fond de la cave. On est passé par toute la ribambelle de racailles qu'on a vu pendant des années. Et même cette année, on a l'impression qu'on voit tous les scénarios possibles. On passe d'un derby pourri où on prend un but à la fin, où on a l'impression on va justement mettre la corde au cou et se jeter d'un tabouret. Et là, hier soir, pardon, sur le contenu du match, ah ouais, c'était fabuleux. Et quoi de plus anormal que, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, la fin du match, où déjà Udine met 8 minutes pour faire un changement. Ensuite, il y a un carton rouge. Et ensuite, alors l'action du but. Mais l'action du but, en fait, je pense qu'elle reflète vraiment le Milan depuis des années. Improbable. Improbable, où on est à 8 contre 2 ou 3 défenseurs, qu'on fait des passes. On fait une passe à 10, comme le Barça sans le talent dans la surface. Et on arrive à marquer par le défenseur central qui marque. Enfin, c'est à l'image de notre saison, c'est à l'image du Milan depuis des années. Alors ouais, au moins on a des émotions. C'est vrai que j'ai eu envie de crier en voyant le but de Romagnoli, mais c'est après pour le contenu du match, on y repassera. Et effectivement, passer l'excitation et passer l'engouement du but de notre capitaine, bah, le contenu du match, ouais, il est un peu pauvre, quoi. Et ça fait des années que ça dure. Ça fait un petit moment effectivement que j'ai pas fait des émissions avec vous, mais je disais déjà la même chose il y a quelques semaines. Bah, je vais redire les mêmes choses, c'est que ouais, bah, le contenu il est pauvre, et je pense que notre 4e place, j'espère qu'on va bien en profiter, parce que je pense comme Nico, je pense que cette 4e place va vite bien s'arrêter dans les prochaines semaines. Et puis on rappelle qu'Udine, c'est pas l'Udine des années 90, début 2000, hein, c'est quand même une pauvre petite équipe et que on a trimé face à des gens d'Udine donc qui nous ont posé également des problèmes parce que des occasions contre nous, ça ressemblait beaucoup au match précédent, j'ai trouvé. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que je vois pas de perspective d'évolution. Alors, on peut me dire, oui, mais Biglia, Bonaventura n'étaient pas là. Enfin, c'est pas comme si avec Biglia et Bonaventura, on avait vu quelque chose d'extraordinaire depuis le début de saison non plus. Donc, les solutions, c'est toujours pareil, hein, on en parlait déjà lors de la dernière émission. Bon courage pour les trouver. Il y a un problème d'état d'esprit, un problème de forme physique, un problème de joueur, de qualité tout simplement. J'ai du mal à tout remettre sur le dos de l'entraîneur, qui n'est pas évidemment exempt de tout reproche, hein, je suis d'accord. Mais quand je vois ce milieu de terrain encore hier, cette absence de créativité, de percussion, on en revient toujours au même chose. C'est pour ça qu'on fait peut-être des émissions un peu plus espacées, c'est précisément parce qu'on se répète à chaque fois. Alors Aristide, qu'en as-tu pensé ? Comment as-tu vécu cette rencontre assez insipide ? Pour être honnête avec vous, je me suis un peu ennuyé aussi. À la blague. fin de la première mi-temps, je me suis même dit, c'est quand même incroyable ce match. J'avais l'impression d'assister à un match entre 2 relégables. J'avais vraiment pas vu le classement de l'Udinese avant ce match, et puis effectivement j'ai vu qu'ils étaient 17e. Et à la fin de la première mi-temps, je me suis dit, c'est marrant, si on enlève le maillot rouge et noir du Milan AC, on met un maillot du Chievo à la place, et ben on n'y voit que du feu. C'était vraiment que des fautes techniques, des pertes de balles, je te prends la balle, je te la redonne 10 secondes après, c'était vraiment horrible comme première mi-temps. Ensuite, la deuxième mi-temps, légèrement mieux.
J'ai l'impression que le Udinese était venu pour maintenir le match nul, hein. Ils sont pas venus là pour gagner. Après, comme vous l'avez dit, le dernier but c'est franchement une blague, hein. On est à, comme vous l'avez dit, 6-7 contre 2, on se fait des petites passes, personne n'ose tirer. Souzo qui est quand même ailier, donc qui est quand même dans l'attaque, n'ose même pas tirer et l'armée à Romagnoli. La prestation est insipide, ce qu'on retient c'est les 3 points. On est 4e aujourd'hui, c'est plutôt flatteur. J'espère qu'on va continuer avec une petite baraka comme ça. Ça fait quand même deux matchs que Romagnoli nous sauve dans le temps additionnel, donc pourvu que ça dure parce que c'est pas le talent qui nous sauve aujourd'hui. Alors je rappelle juste les faits de jeu principaux, hein. On va dire que souvent le Milan, quand même, les occasions sont des frappes de loin, des frappes de Souzo d'ailleurs souvent. On a une frappe de Souzo à côté à la 14e, on en a une autre, on a un bon coup franc à la 28e de Souzo sorti par le gardien. On a enfin une bonne passe en fin de première mi-temps de Laxalt 43e pour Cutrone et dont la frappe est sortie par Musso. Cutrone qui pouvait pas faire grand chose, c'est-à-dire qu'il s'en est plutôt bien sorti sur cette frappe. Une frappe de Castillero toujours 57e, ensuite on a Souzo toujours frappe au-dessus cette fois-ci 60e, et enfin 89e une frappe de Souzo sur le gardien, non, le gardien plonge, mais enfin il se passe pas grand chose. Et il y a beaucoup de faits de jeu également côté Udinese, peut-être un petit peu moins, mais la Zania notamment nous a posé des problèmes. Nico, on est serein ni défensivement ni offensivement, je le relevais déjà lors de la dernière émission. On gagne 1-0, on prend pas de but, c'est vrai, le clean sheet ça c'est le point positif, mais derrière c'est pas non plus la sécurité, hein. Bah, de toute façon, vu le nombre, comme tu dis, on a été mis énormément à contribution hier, et c'est surtout la maladresse des attaquants de l'Udinese, parce que je crois que il sort une seule parade dans le match Donnarumma. Il y en a eu une autre qui sort aussi en fin de match, mais le joueur est hors jeu, donc on annule parce que même si c'était rentré dedans. Ouais, totalement, ouais, je l'ai pas cité. Ouais. Voilà. Mais je veux dire, contre le Genoa mercredi, on a été mis ça a été très compliqué. Contre la Samp aussi, on a du mal on prend des buts à tous les matchs. Donc en fait, on a du mal à créer du jeu, et derrière, on prend très vite l'eau. Donc c'est pour ça que je pense que notre 4e place pour l'instant, elle est un peu inespérée, et que franchement, c'est la grinta, c'est une équipe qui caractérise Gattuso, voilà, l'envie, comme je pense pas qu'il leur dit ça dans les vestiaires, mais c'est les couilles. Mais je pense que ça va pas durer longtemps. Il suffit de voir ne serait-ce que l'OM en France. Je veux dire, tu fais une bonne saison avec l'envie et le caractère, c'est le minimum que tu dois mettre sur un terrain de foot. Mais après, il faut un minimum de technique et un minimum de jeu pour pouvoir espérer autre chose. Et il va falloir que cette équipe trouve de la solidité défensive et un peu de qualité de jeu devant, parce que sinon on va aller encore à de très grandes déconvenues, et cette 4e place sera un lointain souvenir dans pas longtemps. Et solidité défensive qu'on avait fini par trouver l'an passé. Je me souviens qu'on était assez serein et qu'on disait que la charnière centrale notamment était satisfaisante. Alors c'est vrai que là cette année c'est un peu particulier puisque ça bouge beaucoup, hein. Mais oui, celui qui venait pour être titulaire, même s'il n'a pas démarré, c'était Caldara, il était blessé. Jusqu'en janvier. Bon, exactement, Moussaku a pas mal démarré la saison, bon là on a vu que c'était de Zapata, mais le problème, si tu veux, pour moi, c'est davantage le milieu de terrain, puisque tu dis qu'on manque de créativité, ce qui est très juste, effectivement, c'est criant, ça se voit. Mais le problème c'est qu'en plus, défensivement ils sont pas bons, je le disais déjà lors de la dernière émission. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est censé durcir le milieu de terrain avec Kessié et Bakayoko, qui a pas d'ailleurs été si mauvais que ça, en tout cas par rapport aux autres hier. Mais on voit bien quand même que c'est pas la sécurité avec ces joueurs-là. C'est-à-dire que défensivement, il y a aussi un problème, Tom. Comment résoudre ça? Peut-être que t'as pas les solutions d'ailleurs, hein. J'imagine que je sais que tu voulais te présenter comme gardien de but ou comme avant-centre l'autre jour, je sais plus. Mais là, en ce qui concerne le milieu de terrain, il y a un vrai souci. Milieu de terrain, défense, pas attaque, mais pas loin, animation offensive. Je pense que le problème il est général, c'est juste qu'on manque de. Je l'ai déjà dit, on manque de tout. On manque d'un entraîneur qui a malheureusement des compétences techniques et tactiques et que Gattuso n'a pas actuellement. Mais il est pas sur le terrain, Tom. Je veux pas le défendre forcément, mais. Bon. Il n'est pas sur le terrain, mais il est, je pense, un des éléments qui font qu'on en arrive à ce qu'on voit. Et c'est pas le seul. Je dis pas que c'est le seul élément. Il est juste un des éléments problématiques de ce Milan-là, et qui fait que l'on voit des purges monumentales cette année et les autres années aussi, même s'il n'était pas toujours là non plus. Montella, c'était pareil. On manque de qualité défensivement, et encore, c'est paradoxal parce qu'on arrive quand même à pas prendre un but pour la première fois depuis avril, je crois, en ayant quand même dans le même match titulaire Bakayoko, Kessié, Zapata, Abaté, Laxalt. Ouais. Improbable. Et encore, tu viens de nous donner ton flop à l'avance là. non mais bizarrement non, ils vont pas tous y être. Encore heureux d'ailleurs que pour une fois Donnarumma était plutôt au rendez-vous. D'ailleurs, je tenais à le souligner.
Mais voilà, donc défensivement, on manque. Il n'était pas là hier, mais Calabria, on en a déjà assez parlé. Défensivement, c'est pas ça. Au milieu, on manque de qualité à la fois offensivement et défensivement. J'ai vu des matchs où j'avais un mec comme Kessié, même s'il l'a pas trop fait hier, qui partait à l'abordage en attaque en oubliant totalement son rôle au milieu. Le problème est général. Je pense que vraiment c'est un problème général qui touche toutes les parties de ce Milan-là, excepté peut-être, oui, Higuaín, on peut pas trop lui reprocher grand-chose, mais malheureusement c'est qu'un pion parmi 11 joueurs et un coach. Donc c'est pour ça je n'ai pas de méthode miracle sur comment le Milan pourra arriver à être plus costaud défensivement, pour arriver à être plus solide, plus compact, tout en ayant avoir un projet de jeu plus alléchant. Parce que malheureusement, je vois ce qu'on a en place avec nos joueurs et notre entraîneur et je vois pas comment ça peut matcher. Donc je sais pas comment on va pouvoir arriver à corriger ça. Mais là, d'ici janvier, on va juste serrer les fesses. En On va attendant essayer Zlatan, c'est ça? Zlatan, n'importe qui, le Brésilien. Il parle de peut-être Pato un autre. aussi, hein. Oui, Oh là là. voilà. Disons que là, à l'heure actuelle, je ne sais pas combien de matchs il nous reste d'ici à la fin de la saison. Je n'ai pas en tête le nombre. Mais si on arrive à être pas trop loin des 4 premiers, et je pense d'ailleurs que les 4 points directement obtenus grâce à Romagnoli pourraient être assez intéressants suivant là où on en arrive d'ici janvier. Si on n'arrivait pas trop loin d'ici janvier, il va falloir voir ce qu'on va pouvoir faire au niveau du mercato hivernal. Parce que je pense qu'on ne tiendra pas. Avec cet effectif-là, je mets ma main coupée qu'on ne tient pas l'année, on finit pas 4e avec cet effectif-là. Moi, Si je on pense qu'il y arrive aura un gros mercato au mois de janvier encore. Mais, Avec je que des pense c'est étrangers, vous possible allez voir. aussi. Aucun Ah, Italien, je sais on va rigoler. Je Là, sais pas, mais là, je pense que les dirigeants, que ce soit Leonardo Je et pense aussi. Maldini, ont compris qu'il fallait renforcer cet effectif pour Ouais. arriver à la 4e place. Quand on voit la tête de Maldini, Ils sont dépités, les deux. Hein, quand il y a je pense des que- gros plans sur lui, c'est magnifique. Hein. T'as l'impression qu'il regrette tous les jours d'être venu au Milan. Hein. Mais il s'exprime Donc, pas d'ailleurs, hein. J'en parlais avec Nico avant l'émission. Maldini ne s'exprime pas, on ne l'entend pas. C'est vrai qu'il Ouais, est il est très très discret. discret, ouais. Après, c'était pas quelqu'un qui était lui-même non plus, même avant qu'il vienne au Milan, hein, quand il a refusé, c'était pas quelqu'un qui parlait toutes les semaines, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Par Non, contre, c'est vrai sa que quand parole est il rare. parlait, il faisait des vraies déclarations, des vraies interviews qui étaient souvent très pertinentes. Ces interventions Ouais. sont rares, mais de qualité, comme Voilà. Platini. Et sinon, donc, voilà, donc, on pourrait, je pense, avoir un mercato janvier un peu avec un bon chantier. Et je n'attends en fait de cette équipe qu'elle soit uniquement pas trop loin des 4 premières places d'ici janvier. Et là, pour l'instant, on fait à peu près le travail. Sur Harry Skip, du coup, j'imagine que tu as une petite réaction à tous ces sujets, puis surtout, je voulais remettre le point central sur la table, c'est que être attaquant au Milan AC est particulièrement difficile, ça fait des années qu'on le sait, mais Cutrone et Higuaín sont quasiment des héros, parce qu'il faut reconnaître qu'ils n'ont pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Hein. Moi, je trouve ça assez incroyable ce que font les deux, hein, nos deux attaquants, nos deux pépites, ce qu'ils font déjà, parce qu'avec le peu de ballons qu'ils ont effectivement en ce qui concerne le milieu de terrain, quand ton milieu de terrain est Bakayoko et Kessié, c'est compliqué d'avoir de bons ballons. Je rebondis sur ce que vous dites, hein, très justement, ce qui manque au Milan, c'est un peu de tout et surtout de la qualité de l'effectif. Hein. Que ce soit en attaque, en milieu, en défense, on a 2-3 pépites. On va dire 4-5 bons joueurs qui sont corrects et 3-4 joueurs très mauvais. Ce qui fait qu'à la fin, on est à notre place, voire un peu mieux, hein, comme on l'a dit, 4e. Pour l'instant, c'est bien, après on verra ce qui se passe. Et comme l'avait dit, il avait dit ça, Clarence Seedorf, il y a quelques années, quand il nous entraînait, ou peut-être juste avant de nous entraîner, c'est qu'aujourd'hui, l'effectif qu'il avait à disposition, deux tiers des joueurs n'avaient pas leur place au Milan AC. Voilà, c'est la triste vérité aujourd'hui, c'est Il qu'on n'a l'avait pas dit quand il l'effectif. était entraîneur du Milan. Ah, il l'avait dit même quand il était entraîneur. Ah bah. Ouais, C'était les 3 quarts. Il était plutôt courageux, alors, les 3 quarts. Voilà, donc c'est tout, voilà, ça veut tout dire, c'est que bon, l'effectif n'a pas trop changé en termes de qualité, du moins je pense pas. Non, Je pense non, pas non, qu'il y non. ait eu un On a même coup plutôt en perdu. avant. On a même plutôt perdu, et voilà, la triste réalité, c'est qu'on est à notre place aujourd'hui, on peut pas viser mieux, et dans une semaine, c'est la Juve. On s'est pas encore pris de rouste depuis le début du championnat, on a eu 2-3 défaites, hein, à chaque fois d'un but d'écart. Je serais pas surpris qu'on s'en prenne une, parce que ça va être très compliqué, donc il manque de la qualité, tout simplement. Et oui, de la qualité technique notamment, mais on va voir si vous avez réussi à trouver des joueurs à extraire de ce match. Je le dis souvent, c'est une prestation, c'est une performance qu'on vous demande là. Nico, quel est ton top 3?
Franchement, il a été assez facile à faire, je trouve, parce qu'il y a 3-4 joueurs qui sont sortis du lot par rapport aux autres, même s'ils n'ont pas eu non plus des prestations incroyables, mais par rapport aux autres où c'était assez terne, c'était assez simple. Donc, en premier, l'Espagnol, alors je sais pas si je prononce bien son nom, Castillero. Mhm. Même s'il y a des trucs où c'est très brouillon, que je trouve qu'il touche beaucoup trop le ballon, que c'est un joueur où j'attendais que quand je l'ai vu rentrer au début, je pensais qu'il allait me plaire. J'avais même dit que je pensais qu'il allait prendre la place de Souzo. Finalement, je pense qu'il est très bien sur le banc et qu'on s'est peut-être pris aussi une saucisse à 25 millions par Villarreal. Hier, il a eu le don d'essayer au moins. C'était le seul qui a provoqué offensivement par sa vitesse, par quelques dribbles. Alors bon, voilà, très brouillon à chaque fois, mais au moins il a eu le mérite d'essayer. Donc pour cette raison-là, je vais le mettre à la 3e place. Voilà. Et ensuite, et en plus, je pense qu'il n'a pas joué à son poste, vu que son poste à la base c'est celui de Souzo. Donc voilà, pour reconnaître quand même ses mérites qu'il a eu hier. Et c'est lui qui crée le carton rouge aussi 2 minutes avant, qui fait peut-être que les équipes de l'Udinese arrivent, fini avec des énormes trous dans leur défense. En 2e place, j'ai mis Bakayoko. Parce que tout le monde lui tape dessus, moi le premier depuis le début. Mais je trouve qu'il a fait une sacrée prestation hier. Il a récupéré un stock de ballons. Et il a donné quelques bons ballons intéressants. Il a été assez juste par rapport à ses dernières sorties où franchement il était peut-être à chaque fois l'un des plus mauvais. Ouais, c'est vrai. Avec Kessié, je trouve qu'ils tous les deux ils ont récupéré pas mal de ballons, mais j'ai trouvé que Bakayoko était meilleur que Kessié sur ce match-là en tout cas. Donc voilà, à suivre, et peut-être qu'on risque de le revoir dimanche et même jeudi, parce que Biglia, on parle quand même d'une absence de peut-être 2 mois. Mais attends, il y a Montolivo qui revient. Montolivo a été rappelé pour... tu sais quoi, avant le match contre l'Udinese, j'ai vu le retour donc, dans le groupe de Montolivo, et je me suis dit de toute façon, il n'y a pas Bonaventura, il n'y a pas Biglia, Çalhanoğlu était blessé. Bon, après, en plus, Çalhanoğlu, c'est pas le même poste, mais je me suis dit, quand j'ai voyé les prestations de Bakayoko, j'ai dit, je préfère qu'on ressorte Montolivo quand même. Ouh là là, c'est dire. Ouais. Alors là, vraiment. Ah, quand même. Mais là, hier, j'ai vu la prestation de Bakayoko, et bon, on remet Bakayoko sur le terrain, donc, pour le prochain match. Non, mais, voilà, il va avoir encore du temps de jeu, et comme il disait au passage Aristide contre la Juve, faut pas oublier, j'ai peur aussi de la petite rousse, parce qu'on aura une hécatombe de blessés pour ce match-là, donc déjà, ça c'est déjà pas simple même avec l'effectif au complet. Alors là, avec 5-6 joueurs en moins, ça va être compliqué. Et le premier, Romagnoli, le gars quand même nous rapporte 4 points en l'espace de 3 jours, avec 2 buts à chaque fois dans les derniers instants. C'est lui qui récupère en plus déjà il fait une bonne prestation dans l'ensemble où il est solide, mais en plus sur le but, c'est lui qui va tacler pour récupérer le ballon au milieu de terrain. Donc c'est déjà lui qui a la récupération. Ouais. Derrière, tu te demandes quand même comment ça se termine, quand même, que ça soit Romagnoli quand même qui est dans la surface. Donc tu te dis que peut-être lui qui a peut-être la plus grosse envie d'aller gagner. Derrière, il met une super frappe, il nous donne la victoire. Franchement, ça change du capitaine Bonucci de l'année dernière. Hein. Et en plus, on voit vraiment un joueur investi. Bon, quand même, sur le but, mine de rien, il faudra quand même souligner, parce que je l'ai revu aujourd'hui à tête reposée, ce but. Quand Milan arrive dans la surface, donc il y a un 4 contre 3, il se passe environ 15-18 secondes au moment où Cutrone fait son centre. Et jusqu'au tir de Romagnoli, les mecs de l'Udinese derrière reviennent en marchant quand même. Donc il faudra quand même leur reconnaître ce mérite-là, l'Udinese, d'avoir laissé marquer. Donc voilà, les 3 joueurs qui pour moi sont sortis du lot, les autres ont été assez ternes et assez fades. On va juste rappeler qu'il a fallu recourir à la vidéo pour valider ce but, puisque l'arbitre au début avait refusé pour un hors-jeu imaginaire, parce qu'effectivement il n'y avait pas hors-jeu. Donc merci pour une fois, pas spécialement, je suis pas fan de la vidéo à la base, mais pour le coup ça nous apporte quand même les 3 points. Donc c'est cool, on passe à Tom. J'ai exactement, et dans le même ordre, le même top. Donc au moins, je vais essayer d'être original. En plus de ce top 3, je vais souligner la nouvelle bonne prestation de Rodriguez. Mais j'ai aussi choisi Castillero parce que ça changeait et je le voulais mettre en 3e position. Par moments, j'ai l'impression de voir un poulet sans tête quand il court. Mais en première mi-temps, et ça m'avait insupporté, je trouvais qu'on subissait les duels, qu'on était attentiste, qu'on perdait tous les duels, tous les ballons. Et vraiment, j'ai l'impression qu'on se faisait bouffer par le milieu et par l'équipe d'Udine. Et quand il est rentré, à défaut d'un grand technicien, c'était pas quelque chose de très très beau, mais au moins, il avait de l'envie et ça s'est vu sur le terrain. Il a créé des choses. Alors oui, certes, je pense que dès qu'il approche les 25 derniers mètres, t'as l'impression qu'il s'affole, qu'il y a 2 fils qui se touchent et souvent il fait des conneries. Mais au moins, en termes de combativité, en termes de percussion, il était là.
Et je pense qu'il a apporté à l'équipe en dehors même du carton rouge qui a eu lieu en fin de rencontre. En deuxième, là ça va être un événement parce que là il y a un deuxième top pour Bakayoko, c'est magnifique. Ça aussi je pense que j'aurais jamais cru, et qui plus est après le début de saison qui nous a pondu. Mais effectivement je l'ai trouvé bon. J'ai pas grand chose à lui dire de négatif. J'ai pas fait la feuille avec les plus et les moins que fait Roland habituellement, mais de tête j'ai pas souvenir d'avoir eu quelque chose à lui reprocher. Si ce n'est peut-être lors du contre où il a fait la coutronnée, là où il y a peut-être l'action où il aurait pu avoir penalty, peut-être qu'il aurait pu la filer à Sousso, je crois, sur la droite. Mais à part ça, franchement, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Défensivement, il était très bon, vraiment très bon. Son physique a été vraiment précieux. Et tu as l'impression en fait que quand il a le ballon, Gattuso a dû lui crier à l'oreille, ou même lui filer une cassette où il a pu s'endormir avec, en lui disant lâche le ballon, lâche le ballon, lâche le ballon. Parce que vu que peut-être qu'il sait qu'il a pas de pied, au moins il lâchait le ballon très vite et il faisait pas de conneries, comme il a pu faire face au Genoa mercredi dernier. Donc pour le reste, vraiment nickel. Qu'il se contente de faire ça, parce que de toute façon il peut pas faire autre chose parce qu'il est très limité comme garçon. Mais au moins sur ce point-là, vraiment nickel. Et en numéro 1, Romagnoli, je sais même pas quoi dire, il nous rapporte 4 points. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que ça pourrait faire du bien au classement enfin en mi-saison ces 4 points-là, parce que vraiment on était très très mal embarqué. Je trouve qu'en dehors de ça, il a défendu pour 2, et ça sera une petite transition pour mon flop de tout à l'heure, parce que voilà, donc il était vraiment excellent défensivement, offensivement. Outre son but, vraiment, comme l'a dit Nico, c'est son action défensive qui amène tout, et c'est un tacle d'une propreté parfaite. Je pense que MJ, toi qui es friand de ce genre d'action défensive, oui. je pense que tu as déjà apprécié. Et du meilleur général, j'ai lu un peu qu'on lui reprochait un certain manque de leadership parce que c'était notre nouveau capitaine. Ce qui n'était pas forcément faux, c'est vrai que c'est quelqu'un d'assez jeune, où il faut un peu de bouteille, où il faut un peu incarner ce leadership-là. Et je trouve que sur les derniers matchs, et principalement sur ces dernières actions, j'ai trouvé non seulement le même patron sportivement, le même défenseur classe, élégant et performant qu'on a pu voir depuis qu'il est chez nous, mais en plus de ça, j'ai vu un vrai capitaine, et ça va nous faire vraiment, vraiment du bien sur cette saison. Et puis on rappelle qu'il est capitaine depuis 3 mois, donc il a le droit d'apprendre le job aussi. Exactement. Vu son âge, c'est pas totalement surprenant. Moi, ça fait 2-3 ans déjà que je dis que Romagnoli est le meilleur joueur de l'équipe et l'avenir du football italien. Bon, et je peux pas dire mieux. Et je pense que son compère blessé en ce moment, Caldara, est le deuxième défenseur du football italien. Voilà. Donc j'ai hâte de pouvoir les associer, de les voir ensemble. Et je pense que ça peut donner une charnière performante, même si je reste convaincu qu'une charnière centrale dépend aussi un tout petit peu de son milieu de terrain. Aristippe, alors tu tranches ou tu valides? Parce que là, les deux sont d'accord. Eh bien, je vais valider parce que j'ai exactement le même top. Donc, troisième place, Castillero. Alors, je vais essayer de dire des choses un peu différentes, même si je doute de réussir là-dessus. Effectivement, il y avait beaucoup. Il a remué beaucoup les défenses adverses dès son entrée. Je crois que c'était assez tôt dans le match, 35e à peu près à la sortie d'Higuaín. Donc ça, c'était plutôt plaisant. C'était quelqu'un qui voulait vraiment faire de bonnes choses, même en récupération. Je l'ai trouvé vraiment très bon dans le repli défensif. C'est à noter. Par contre, alors je sais pas pourquoi, j'ai toujours l'impression que à chaque impulsion, à chaque accélération, il manque de tomber. Je sais pas si vous avez le même. Il fait 25 kilos. Ouais, c'est incroyable. Du poulet sans tête, c'est ça? Il est maigre. C'est ça, il est maigre, et à chaque fois il est sur un poulet anorexique. J'ai l'impression qu'il va tomber à chaque accélération, c'est assez incroyable, mais bon, au moins il est combatif. Deuxième place, Super Teamway Bakayoko. Alors, je suis plutôt content parce que j'ai failli le mettre dans mon top 3 la semaine dernière contre le Genoa. Finalement, je l'ai pas mis, donc je suis plutôt content. T'aurais fait fort, mais en tout cas. Je l'ai pas trouvé mauvais déjà la semaine dernière. Donc là, deuxième, beaucoup de récupération. Et tu vas acheter le maillot? Pas encore. J'attends un peu. Ça va peut-être venir. J'attends son match contre la Juventus. Attends qu'il passe le mois de janvier aussi. Il doit pas en avoir vendu beaucoup. Je pense qu'il va être de retour de prêt à Chelsea en décembre. Probable. C'est possible. Du coup, Bakayoko très bien. J'ai l'impression qu'il a tiré pas mal de ballons au milieu de terrain. Surtout les seconds ballons étaient souvent bien placés à la réception. Bon point pour lui. Et premier, comme vous l'avez dit, Romagnoli. Il récupère le ballon, il met le but. C'est lui qui tire et pas Souzo. Sa prestation, comme vous l'avez dit, Nico et Tom, était bonne avant même cette action. Donc rien à dire. Il nous donne 4 points en 3 jours. Que voulez-vous de plus? Super capitano. Ben oui, on a un vrai capitaine exemplaire. Ça nous change. Depuis Ambrosini, c'était pas arrivé. Donc on est ravis. On passe au flop. Nico, c'est à toi.
Mon flop 3, alors c'était compliqué, c'était plus compliqué de faire un flop qu'un top. Alors un flop 3 parce que j'en avais pas 3, j'ai décidé de mettre Borini en numéro 3 parce que je ne supporte plus cette coupe de cheveux ridicule. Et le voir et quand je le vois avec un ballon dans les pieds, il a le don de m'agacer en plus. Donc On c'est quand rappelle même qu'il était top 3 il y a un an. oui, Ah à ouais. défaut Par de, à défaut, défaut mais à chaque fois on disait à défaut de rien, faut quand même se Voilà. rappeler que ce mec là au Milan, donc ça fait 1 an et quelques mois qu'il est là, il a joué défenseur 3. ouais. Milieu droit, milieu central, milieu gauche, ailier gauche, ailier droit, attaquant. Ah oui, Normalement, il il va a tout falloir. fait, c'est vrai. Non, mais c'est que au final, comme tu C'est un les appelles Jack les couteaux Chiellini. suisses. Hmm. Ouais, je trouve que Jacquerini est meilleur Et quand même. meilleur, hein, oui, je suis d'accord aussi, Ah mais c'est oui. sur le principe. voilà. Ouais, Mais au final, bon, le meilleur poste de Borini, ça reste remplaçant. Oui, Ça, oui, c'est bah sûr. oui. Je Ouais, l'attendais enfin, celle-là. bon, c'est Je le c'est quand défendrai même pas. triste de voir à Milan quand même un joueur de ce. Et je trouve malheureusement qu'il rentre beaucoup trop souvent. Et je pense qu'en plus avec la blessure d'Higuaín jeudi, il jouera pas. Il y a des fortes chances peut-être de le voir dès la première minute contre le Betis. Ensuite en numéro 2, bon lui c'est vraiment ça a été simple, c'est Laxalt. Ouais. Qui enchaîne une deuxième prestation alors qu'il a eu la possibilité de se montrer. Donc après le Genoa, il confirme une deuxième prestation très limite. Je pense que c'est un gars qui peut nous apporter peut-être en rentrant en cours de match. Oui, je pense aussi. Oui. Après, on va pas lui enlever le côté guerrier, combatif, ça c'est le côté sud-américain. Après, il a fait une bonne Coupe du Monde, mais bon, chez les Sud-Américains, c'est trompeur ce genre de choses, car dès qu'ils mettent le maillot de l'équipe nationale, les gars, ça devient 200%. déçu. Ah, franchement, ils augmentent le niveau et c'est plus du tout les mêmes joueurs. Mais cela dit, c'est vrai Après- qu'il a été vraiment bluffant pendant la Coupe du Monde. Moi, il m'a épaté. Hein. Après, il joue aussi dans un système qui le convient. C'est le même système avec lequel il jouait aussi à l'Udinese, dans ce rôle de contre-attaquant, parce qu'il est pas très bon à défendre, mais il a pas non plus une qualité folle offensivement, donc il détonne un peu sur son côté, mais bon, c'est quand même très limité. C'est vrai que tu le vois avec le ballon, c'est la dernière mission. Je sais plus c'est qui le disait. T'as l'impression que des fois, il sait plus ce qu'il fait avec le ballon, quoi. Il a oublié où est-ce qu'il en était. Après, au Genoa, il m'a jamais marqué. Donc, pareil, là, 16 ou 17 millions encore à ce joueur-là. Enfin, tu sens pas que c'est des titulaires en puissance, quoi. On parlait des mercato ratés l'année dernière, mais Castillejo, comme Laxalt, Bakayoko, c'est quand même 3 joueurs. J'ai l'impression quand même qu'il y a des erreurs de casting, quoi. C'est pas des joueurs qui vont rester 4-5 ans au Milan, et ils m'emballent pas non plus des masses. Donc j'ai hâte de. Donc tu te dis, il joue à la place de Çalhanoğlu. Franchement, est-ce qu'il est moins bon que Çalhanoğlu ? Je suis pas si sûr que ça, donc. Enfin, des fois, je me demande quand même, parce que Çalhanoğlu est tellement décevant qu'on peut se poser la question. Ouais, mais bon, là, lui, ça fait que 2 matchs qu'on le voit. Bon, après, il faudra lui laisser Oui, un peu c'est plus vrai, de c'est temps. vrai. Et après, il a le mérite tu sens que le mec, quand il sort, il a tout donné. Ça, tu peux pas lui enlever, même s'il a pas été bon. C'est comme Borini, ils ont tout donné. Ils sortent à la fin avec un peu plus de qualité quand même que l'Italien, mais bon, voilà, on va à suivre. Et le premier, je suis obligé de mettre Gattuso parce que tout à l'heure, tu parlais avec Tom, il parlait dessus, mais moi, on a laissé la chance. Je pense réellement qu'on va dans le mur et j'ai l'impression qu'il navigue à vue dans cette équipe. Ça fait 1 an qu'il est là. Ça fait 1 an exactement depuis qu'il a pris l'équipe en main. Des mecs comme Bakayoko, c'est lui qui les a réclamés. Ouais. Alors après, quand je l'entends se plaindre en début de saison de Bakayoko, moi je comprenais pas comment il pouvait vouloir un joueur pareil qui se plaint, qui dit qu'il a pas de pied, tactiquement il est limité. Je veux dire que c'est quand même, alors peut-être que c'est pour piquer le joueur, mais c'est quand même toi qui l'as réclamé. Le joueur, enfin c'est ce que disaient les médias, que c'était une demande de Gattuso auprès de Leonardo. Je veux dire, ils lui ont quand même donné Caldara. Alors il y a Bonucci qui est parti, mais ils lui ont donné Caldara. Ils lui ont donné Higuaín devant. Je veux dire, il y a eu un mercato que je pense qui a quand même été fait ensemble, vu qu'il a dit qu'il avait eu ce qu'il avait réclamé. Et je trouve qu'au niveau du jeu, franchement, c'est minable ce qu'on voit. Je veux dire, s'il n'y a pas des buts à la 94e, tu vibres pas. Tu ne vibres pas du tout dans ce Milan. Si le but de Romagnoli il rentre à la 75e, je pète pas mon salon comme il s'est passé hier soir. Hein. Je veux dire, bon, il rentre à la 75e, moi je dis, bah c'est bien. Là, c'est le truc qu'il rentre à la 96e, t'as le truc, tu cours, la dernière action du match, voilà. Mais je veux dire, on s'ennuie. J'ai l'impression même que cette équipe régresse. Il a voulu il avait demandé à ce que Bacca ou André Silva restent. Les 2 joueurs ont voulu partir. Mais au final, aujourd'hui, il se retrouve avec un seul attaquant. Enfin, Higuaín s'est blessé. On va voir comment ça se passe, vu que maintenant, il avait un système avec 2 attaquants. Donc, il va faire jouer qui ? Borini, Castillejo en deuxième pointe. À la base, ces joueurs-là, ils venaient pas pour jouer ce rôle-là. Enfin, je trouve que le truc ce qui se passe, c'est qu'on a eu Seedorf. Seedorf, même si c'est pas Inzaghi qu'on a eu aussi avant, mais Inzaghi comme Gattuso, il y a l'affectif et on a passé, surtout Inzaghi, on lui a passé beaucoup de choses par rapport à l'affectif. De dire c'est Pipo, en plus Pipo c'est pareil comme Gattuso, c'est un peu la première vraie expérience d'entraîneur dans un bon club. Et je veux dire au final, tu te rends compte qu'il nous manque vraiment un grand coach. Moi je t'avoue que bon là on parle de Wenger.
à Milan. Mais moi, je t'avoue que moi, c'est Jardim que j'ai envie de voir arriver sur ce banc de touche. Un mec comme Jardim qu'on lui a passé à Monaco, il fait du bricolage, il a fait un travail incroyable. De toute façon, si on veut passer un palier, va nous falloir vraiment un grand entraîneur. Et j'ai peur que Gattuso, voilà, c'est l'affectif qui parle. Même si les résultats au niveau comptable, on peut rien lui dire parce que mine de rien, pour l'instant, ça va. Mais en termes de jeu, je trouve qu'avec ce qu'il a sur le papier, il doit produire beaucoup mieux, selon moi. Alors tu parles d'argent, je vais donner évidemment la parole à Tom pour qu'il nous fasse son flop, mais justement Tom qui est le grand ordonnateur en matière de finances, il a en tête le porte-monnaie du club, ce que coûtent les joueurs, ce qu'on peut dépenser, ce qu'on peut pas dépenser. Castillero, tu nous dis 25 millions, c'est ça? Ah oui, c'est une option d'achat à entre 22 et 25. 22 et 25, Laxalt 15 ou 16 millions, on parlait de caissier 28 millions. Laxalt, juste pour mettre un bémol sur Laxalt, le Genoa ne pouvait pas payer la Padula car en fait ils ont des très gros problèmes d'argent. Ouais. Donc vu qu'ils devaient encore de l'argent par rapport à l'option d'achat obligatoire, en gros ils ont dit à Milan, servez-vous. Tiens, vous voulez, servez-vous. Donc en fait Milan, pour Laxalt, ils ont dû mettre 2 ou 3 millions, mais quand tu comptes le prix en fait de la Padula, c'est comme s'il en avait 15-16 quoi. Non, mais il y a encore un autre joueur qui a été cité tout à l'heure, je sais plus lequel c'est. Bakayoko combien? 4 millions apparemment l'option d'achat et plus l'option d'achat l'option d'achat à 35 ou 40. Ouais, je crois que c'est 5 millions le prépayant, oui. Si on additionne tout ça, là, les noms que je viens de citer, etc., on avait largement Barella, et Barella, c'est une autre qualité que ça, quoi. Donc à un moment donné, ça commence aussi à me taper sur le système, ces histoires. Je rappelle qu'on a pris 7 étrangers pour un Italien, et là on nous parle de Zlatan, on nous parle de qui d'autre? On nous a cité 2-3 noms, Paqueta, tu nous parles de Pato qui va gonfler le Milan Lab. Je veux dire, ça va, quoi. À un moment donné, faut pas pousser. Qui recrute des Italiens, bordel? On est U17, U19, vice-champion d'Europe, qui recrute des Italiens? Moi, ça commence à me faire chier cette affaire. Vas-y, Tom. Alors, mon flop, parce que j'ai beaucoup de choix. C'est-à-dire qu'hormis les 3 joueurs que j'ai cités en top et Donnarumma que j'ai dit qu'il a fait une prestation assez intéressante, tous les autres, en fait, j'aurais pu les mettre en flop, que ce soit même Souzo, même Coutronnet que j'ai trouvé un peu plus décevant, donc j'aurais pu en mettre plein. Donc j'ai dû m'arrêter sur 3 noms. Le premier, ça va être Laxalt. Autant je vous écoutais lors de l'émission face au Genoa, je vous avais trouvé un peu sévère. Parce que je l'avais pas trouvé si mauvais que ça, et je trouvais qu'il y avait d'autres noms à mettre à sa place. Autant là, c'est vrai qu'il m'a fait flipper à des moments. C'est hormis l'action, je crois que tu en as parlé MJ au début de l'émission, pour Coutronnet avec la frappe de Coutronnet arrêtée par le gardien. Je crois que j'ai aucun souvenir d'une bonne action de Laxalt, en tout cas avec le ballon. Alors après, il replie bien, il arrive bien à couvrir les espaces et à défendre et à s'arranger avec Rodriguez sans que les deux se marchent dessus. Là-dessus, pas de problème. Mais à côté de ça, ouais, c'est fébrile quoi. Il a fait un centre intéressant pour Higuaín à un moment, je crois. Ah oui, c'est vrai. Higuaín met à côté. C'est pas Rodriguez, je crois. C'est Rodriguez. Je vois laquelle tu parles. Ah, c'est Rodriguez. C'est pas Laxalt. Je pensais que c'était Rodriguez. Après, je me trompe peut-être. Hein. Bon, ça ferait que 2 actions sympas de Laxalt en 75 minutes. Ça fait quand même pas des masses. Autant face à l'Assemble, je l'avais trouvé bon. Le Genoa, je l'avais trouvé moyen. Là, c'est vrai qu'il est sur un peu la pente descendante. Et effectivement, difficile de dire quel mec mettre milieu gauche entre lui, Çalhanoğlu qui a ses problèmes extra-conjugaux et. Lyon, t'es au courant de beaucoup de choses, toi. C'est Roland qui en parlait lors de la dernière émission, si je dis pas de bêtises. Et Gattuso l'a dit en conférence de presse qu'il avait des problèmes familiaux. Voilà, donc je l'ai lu et effectivement, ça se ressent sur ses performances parce qu'il est vraiment pas bon. Donc on aura un problème à un milieu gauche. Même si je me dis que faute de mieux, un Bonaventura, même à moitié bon, c'est toujours meilleur que ce qu'on a pour l'instant. En numéro 2, ça va être Abaté. Je me disais, personne ne l'avait cité encore. Ah, il est combatif. Hein. Il est combatif, il n'y a pas de souci. Hein. Mais alors les replis défensifs, c'est plus l'Abaté de l'époque quand il arrivait à courir et à rattraper Cristiano Ronaldo. Ah là, il a du mal. Hein. Là, vous savez, un peu comme dans les pubs, les gouttes de sueur qui coulent tout le long du front. Là, dès qu'on est un peu paniqué, là c'est un peu pareil dès qu'il y a Abaté qui est face à un attaquant adverse. Ah, il fait flipper. Hein. Et je suis vivement le retour sur le terrain, moi. Vivement le retour de Conti qui quand même revient doucement parce qu'il a joué avec la Primavera vendredi, si je dis pas de bêtises, ou Bellanova. Hein, mais ça, moi, je n'étais pas là lors de la dernière émission, mais tu sais très bien que je partage totalement ce que tu as dit la dernière fois. Il va falloir convaincre Aristide maintenant, c'est très difficile ça. Je pourrais, mais après effectivement le mec titulaire, j'entends que maintenant, vu le Milan actuel, vu le bordel que c'est, j'entends que c'est compliqué. Ouais, mais enfin, si on arrive même pas à le faire jouer, à le faire rentrer en cours de match, les rares moments où on pourrait, ou par exemple en Europa League, si on décide de bazarder un peu cette coupe,
ce qui pourrait être une option aussi. Donc, j'ose espérer qu'un jour Belanova passera quand même avant Abaté, parce que là, moi, Abaté, j'ai du mal. Hein. Et en numéro 1, un autre qui a mal vieilli, mais le problème, c'est qu'il était déjà nul avant, c'est Zapata. Parce que Zapata, il était nul avant, mais là, maintenant, je crois qu'il a 32 ans, il est encore plus mauvais. Alors, quand je disais que Romagno, il défendait pour 2, bah forcément, vous l'aurez compris, c'était par rapport à Zapata. Ah oui, non, mais à un moment, je crois que j'ai une image en tête. Il part avec 1 mètre d'avance face à un mec je crois que c'est De Paul ou peut-être Lasagna, parce que De Paul va plus vite. C'était Lasagna, parce que c'est pas le plus rapide non plus. Et Lasagna, je pense qu'en 1 seconde, il met 2 mètres à Zapata. Et là, je me suis dit, et que Zapata doit faire une faute d'anti-jeu, je sais plus. Peut-être qu'il prend un carton d'ailleurs à ce moment-là. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même. Ah ouais. Ça donc, si Caldara revient pas, ça, c'est notre premier remplaçant à Musacchio. Alors, Musacchio, je veux bien, il a pas toujours été très bon, hein, mais à voir. Hein. Je pense que même avec une jambe et tu lui bandes les yeux, je pense qu'il est quand même meilleur que Zapata là. Hein. Ah ouais, non, c'était franchement très 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 inquiétant. Et heureusement que Romagnoli a défendu pour 2 hier, parce que sinon, notamment dans la première demi-heure, je pense qu'on peut en prendre 2. Et vraiment, j'espère que Caldara va vraiment revenir à la trêve, qu'il va bien se préparer, qu'il va bien en profiter, qu'on va pas presser son retour comme on l'a fait avec Conti, au risque de le flinguer pour l'année. Parce que vraiment, on a besoin vraiment et de Musacchio et de Caldara, parce que Zapata, c'est plus possible. Plus jamais, plus pour mon cœur. On a réussi à se débarrasser de Bertolacci. Bon, Montoivo, il est revenu sur le banc, mais bon, on va essayer de le refaire disparaître bientôt. On a réussi à en virer plein des mecs comme ça qui nous ont fait chier pendant des années. Donc, qu'on essaye de pas trop le faire jouer Zapata, s'il vous plaît, parce que je peux plus, moi. Pour mon petit cœur, je suis un peu fragile, donc s'il vous plaît, arrêtez. Hein. Voilà pour mon flop. Eh bien, très bien. On va voir si Aristip a un nouveau nom à proposer. Alors j'ai retenu aussi Laxalt en premier, hein, vraiment Laxalt, comme j'ai dit la semaine dernière, je vais un peu me répéter là-dessus, c'est que voilà, il faisait peut-être des performances correctes au Genoa, il était même plutôt bon avec l'équipe d'Uruguay, mais le Milan c'est censé être un niveau en plus, hein. Ça se voit pas tous les jours, mais c'est censé être un club plus grand, et on voit qu'il a pas le talent, le garçon. À un moment il se fait bouger par Fofana, je crois en première mi-temps sur un retour défensif, ça crée une action très dangereuse. Enfin Laxalt, on voit qu'effectivement il se donne, mais comme Borini, c'est trop faible techniquement, tactiquement c'est faible aussi. Donc voilà, Laxalt dans le flop. J'ai aussi mis, j'étais un peu moins convaincu, mais fallait en mettre effectivement les flops, c'était un peu compliqué de trouver. J'ai mis Zapata, très moyen aussi, comme vous l'avez dit, il prend le bouillon sur l'accélération de Kevin Lasagna, il prend un jaune. Dans les relances, bon, il relance pas, il relance soit derrière lui, soit latéral, mais bon, souvent à chaque fois qu'il fait une passe, on a l'impression qu'il est au bord de la rupture pour des gestes qui sont très simples. Et enfin, qu'est-ce que j'ai mis en troisième flop? Si, j'ai mis Suso. C'est la seule personne. Oui, j'ai mis Suso. J'avais mis top 1 la semaine dernière, et sur ce match-là, je l'ai trouvé pas concerné. Alors, il a fait quelques beaux tirs, j'en note un à la 13e, un à la 88e, mais j'ai noté que des tirs ratés, sinon. Que des tirs en dehors des cages, ou complètement écrasés sur le gardien. Je pense notamment à la super accélération de Castillero, qui accélère, qui dribble le milieu adverse. Il fait une passe en retrait pour Suso à la 60e. Suso, il a tout le temps soit de contrôler ou de la placer, il tire complètement au-dessus. Il tire complètement au-dessus. Il en a fait 2-3 des tirs vraiment mal sentis, un peu poussifs. Alors ok, les dribbles sont parfois réussis, mais je l'ai trouvé très brouillon sur ce match-là. Ça fait longtemps que j'avais pas vu d'ailleurs Suso aussi mauvais. Je crois que c'est l'un des moins bons matchs qu'il a eu à faire depuis le début de saison. Donc je l'ai mis dans mon flop. Bon, eh bien il est l'heure du mot de la fin. Mais Nico a d'abord quelque chose à ajouter. Je voudrais juste rajouter un truc sur Suso, parce que mine de rien, c'est vrai qu'il a fait un match assez moyen hier. Mais mine de rien, la passe décisive, c'est encore lui. C'est vrai. Il a des stats, et au Milan, cette année, en termes de stats, en termes de passes décisives, c'est l'un des meilleurs en Europe. Oui, complètement. Et il a la stat du mec qui a mis le plus de buts en dehors de la surface aussi en Europe, si je ne dis pas de bêtises. Bon, après, il en a pas mis non plus, mais il frappe énormément. Mais je pense que là, il est en termes de statistiques, il enterre Higuain et Cutrone depuis le début de la saison. Il est assez incroyable, je crois qu'il est à 10 passes D et 5 buts cette saison. C'est quand même assez incroyable en nombre de matchs. 8 passes D. Attends, peut-être qu'ici il donnait un peu plus souvent. Enfin, il fait 8 passes décisives, ce qui est déjà énorme. Mais parfois il frappe, alors qu'il pourrait faire mieux que frapper, c'est ça que je veux dire. Donc peut-être que Cutrone et Higuain auraient marqué plus de buts si parfois Suso avait levé un peu la tête. Mais là où moi ça m'impressionne, c'est avoir une grille de stats pareille sans que réellement, à part les 2-3 derniers matchs avant,
je l'ai pas trouvé exceptionnel quand Et même parce en qu'il est termes brouillon, de. il y a beaucoup de déchets, c'est-à-dire qu'il tente tellement qu'à un C'est moment ça. donné, il y a des stats, mais à Ça force prouve de qu'il y a quand même tenter. mais il y a du potentiel quand même. Ah bien sûr, mais c'est un bon joueur, personne dit le contraire. Le souci, c'est qu'il manque parfois de lucidité, comme beaucoup. Toutes les actions passent par Souzo, hein. C'est vrai qu'il Ça passait pas par Laxalt, parce que hein. ça part, On est très dépendant. ouais, ça passe que par Souzo, ça passe jamais par Salanoglu ou Laxalt. Donc forcément, il a 2 fois plus d'occasions que les autres, hein. Effectivement, il y a ça aussi. Allez Nico, vas-y. Bah, le mot de la fin, il y a deux mots de la fin parce qu'il y en a un qui n'était pas prévu. Bon, je vais commencer par Wenger, Oh là là. donc, qui est annoncé au Milan AC. Apparemment, de ce que je vois, les infos, bon, ce serait pas peut-être pour remplacer Gattuso. S'il remplace Gattuso en cours de route, en cours de saison, c'est que ça s'est vraiment très mal passé. Mais apparemment, pour la saison prochaine, c'est acté. Eh ben, c'est-à-dire que je parlais de 7 étrangers, un italien, mais là ça va être 17 étrangers, vous allez voir, parce Alors, qu'Arsenal, c'est il un- sait pas jouer en anglais. Hein. Alors, c'est un Oui. gars que je n'ai jamais apprécié. Mais il fait jouer les Arsenal. Et il fait jouer les jeunes, mais les jeunes de quel pays? Il va les recruter en Ukraine, vous allez voir. J'ai rien contre, hein, mais enfin, faut pas pousser quoi. Mais voilà, bon, moi j'ai jamais apprécié cet entraîneur. On verra avec le temps parce que les rumeurs ça va vite aussi. Mais bon, l'info peut être concrète en sachant que Gazidis, l'ancien directeur sportif ou même directeur général de Arsenal, qui a travaillé pendant je ne sais combien d'années avec Wenger et qui ont permis les finances saines et surtout très élevées de Arsenal, arrive à Milan et que le fonds Elliott l'a pris pour ça. Peut-être qu'il veut travailler, il s'entoure de personnes pareilles pour pouvoir arriver à reproduire peut-être le schéma qu'il y a eu à Arsenal. Enfin, j'espère quand même que pour le Milan, ce ne sera pas ça. Ah bah, j'aurais préféré compter. Hein. Parce qu'en plus, franchement, tu sais, entre un Juventini, je pense qu'il va falloir un moment tirer la page avec le Juventini, un moment un autre, parce que quand ça va avoir ma claque, là, j'ai vu qu'on parlait de Benatia au mois de janvier aussi, parce qu'il a demandé, apparemment, il demande à partir, mais et Milan en réfléchirait à lui, mais Wenger, quoi qu'il arrive, j'ai l'impression que c'est un gars qui depuis 2 ans est quand même, me semblait déjà dépassé depuis un certain temps, donc c'est ça qui me fait peur pour le Milan. Et pour finir, c'est un petit mot sur Conti, qui est rentré, qui a joué 60 minutes, je crois, avec la Primavera Oui. ce week-end. Bon, Milan attend beaucoup. Je t'écoutais MJ lors de la dernière émission, t'attendais vivement son retour. Je pense que tout le monde l'attend parce qu'on n'en peut plus de voir les prestations bonnes de Calabria, enfin une sur 2 ou une sur 3 de Calabria. Les prestations d'Abate qui sont un massacre depuis un bon petit bout de temps. Bellanova, de toute façon, malheureusement pour le pauvre Bellanova, il y a Conti qui va arriver en plus, donc il va passer 4e dans la hiérarchie. Bah, il devrait passer 2e, en réalité. Ah, moi je suis d'accord, mais bon, le problème qu'il y a, c'est qu'après tu as une question financière, bon, même si je sais que c'est terrible, mais bon, Abate, il a un beau petit salaire à Milan hein, aussi, donc Milan n'arrive, s'il n'est pas parti, c'est que je pense que Milan n'a pas réussi à le lourder. Et bon, moi ce que j'ai peur, c'est qu'il y a beaucoup quand tu écoutes les professionnels, ils te disent quand même que ça fait plus de 400 jours qu'il a pas joué un match de foot professionnel, le Conti. J'ai très peur qu'il ne retrouve jamais son niveau de l'Atalanta Bergame. Et verra, même il est là, jeune. oh, il est jeune et il a eu une blessure quand même, 2 blessures très très importantes. Il va falloir qu'il retourne sur le terrain, qu'il retrouve une condition. Ça va. Souvent, ils disent les pros, ils disent que pendant un mois et demi, t'as l'impression de voler, puis après t'as un coup derrière la tête qui te tombe où tu mets 3-4 mois à revenir. J'ai peur que de toute façon que cette saison pour lui va être quand même très compliquée on va voir et après C'est pour ça que j'appuie Bellanova, Nico. Hein. C'est exactement pour ça. Et à voir aussi s'il n'est pas fragile parce que ça tapait 2 blessures aussi énormes. Genre, tu prends un gars comme Florenzi, il est jamais revenu à un niveau à son niveau avant ses blessures. Hein. Même Strootman, Nesta, il est oui, jamais Baggio, revenu. oui. Il y en a eu d'autres. Oui, mais là, Ronaldo, Baggio, là, on parle de monstres sacrés du foot quand même. Hein. Non, mais si tu veux citer un défenseur Nesta qui est aussi un monstre sacré du foot, mais je veux dire, on en a eu d'autres avec des grosses blessures très jeunes qui ont réussi à revenir. Je te dis pas que c'est facile, et je pense même qu'en général, on dit que le temps de récupération est proportionnel au temps de la blessure. Donc il est possible qu'ils mettent 400 jours avant de revenir au plus haut niveau. Mais c'est pour ça que le fait d'avoir un vice-champion d'Europe U19 dans notre effectif devrait inciter Gattuso à le faire jouer. Je veux dire, Bellanova, moi je comprends pas. Surtout on se plaint de la liaison milieu-attaque, d'un manque de liant. C'est la meilleure qualité de centre de l'effectif. Je pense que Tom ne contredira pas là-dessus. Sur le plan des latéraux, j'entends. Hein. Donc à un moment donné, faisons-les jouer, quoi. N'hésitons pas. Je veux dire, on a bien vu avec Cutrone que ça marchait. On a vu avec Donnarumma, malgré sa tête de con, il y a quelques années que ça marchait. On en a vu d'autres, quoi. Je veux dire, et dans d'autres clubs aussi. Allons-y, quoi. Osons. Il est l'heure d'oser. Ah oui, il faut qu'il joue, mais j'espère il faut pas que Milan attende, je pense. Énormément. Je pense que si au final ça marche, ce sera une bonne surprise. Et si ça marche pas et qu'il n'arrive pas à revenir, malheureusement, faudra lui laisser du temps. Mais j'ai peur que tout le monde attend beaucoup de monde, tout le monde attend vivement le retour de Conti, comme s'il y avait un titulaire en puissance qui arrivait. Et j'ai peur que ça soit pas ça qui arrive, moi surtout. Non, mais pas tout de suite. Bon, mais après on verra sur le long terme. Bon, allez, Tom, vas-y.
Deux mots de la fin, comme d'habitude. Le premier, ça va être une transition par rapport à Conti, Bellanova et le match de la Primavera, parce que j'ai vu un bout de match. Et alors, si Gattuso est énervant en tant que coach de l'équipe première, que dire du coach de l'équipe de la Primavera, qui est en train de faire absolument n'importe quoi avec le vivier actuel. Là, pour le coup, c'est pas une question de dirigeant, de préférence aux étrangers, parce que l'effectif est quasiment qu'italien, hein, si je dis pas de bêtises. Mais alors, par contre, le projet de jeu, je pense que à FIFA, c'est plus clair que ce que je vois sur le terrain avec les U19, où vraiment on fait n'importe quoi. Là, j'ai eu de la peine pour Conti et Bellanova, qui ont joué tous les deux ensemble d'ailleurs. L'un à gauche, l'autre à droite. Et, Bellanova à gauche? ouais, Bellanova qui était à gauche pour laisser la place à Conti sur son poste, ce qui est logique d'ailleurs. Ouais. Mais c'était vraiment un massacre total. Et je sais pas qui est le premier à se faire virer, parce qu'à mon avis, je pense que le coach du 19, il risque aussi un peu sa tête. Ce serait totalement légitime parce qu'il fait absolument n'importe quoi depuis son arrivée d'ailleurs, puisqu'il a remplacé Gattuso lorsque celui-ci a pris l'équipe première. Et Plizzari ne joue toujours pas. Non, c'est toujours le gardien des 2001 qui a d'ailleurs encore concédé un penalty. Ça serait bien de faire jouer le 2002 parce que et la transition est toute trouvée. Parce que par contre, au niveau des jeunes, il y a une bonne nouvelle. Bon, ça mérite confirmation, mais lors du premier tour de qualification, les nouveaux Italiens U17, donc la génération de 2002, a littéralement massacré le premier tour en mettant 7-0, 5-0 et 3-0, je crois, un truc comme ça. Je regarde un peu l'effectif un peu des différents pays au niveau de cette génération de 2002. Je pense que l'Italie sera encore à observer et ça m'étonnerait pas qu'elle fasse au moins quart voire demi-finale du prochain Euro U17 qui se déroulera en avril, même si ce sera après l'avenir, ce sera eux qui les riront, pas moi, mais en tout cas ils seront à suivre. Bon, Aristip. En mot de la fin, je vais parler des 3 victoires d'affilée quand même en championnat. Donc entre Genoa, la Samp et la l'Udinese, c'est quand même plutôt positif vu la qualité de jeu. On est 4e aujourd'hui du championnat. Pour l'instant on remplit toujours l'objectif Ligue des Champions. Il nous manque toujours de la qualité, hein, mais je trouve qu'on soit déjà 4e, c'est juste génial. J'espère que ça ira pour la Juve la semaine prochaine. Et puis, faut pas oublier aussi surtout le match face au Betis jeudi, parce que on a déjà perdu, on a pris le bouillon complètement à San Siro la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant. Donc, il faudra faire un résultat chez eux, parce qu'aujourd'hui on est 2e du groupe, donc on est vraiment pas à l'abri de se qualifier pour les 8e en Europa. Bah, nous verrons ça. Donc méfiance. En tout cas, mon mot de la fin, moi j'ai déjà tout dit, hein. J'ai parlé des jeunes, je pourrais citer Tonali aussi, j'ai parlé de Barella, mais enfin des jeunes, il y en a plein qu'on pourrait recruter, ils sont pas forcément tous chers, mais bon, vous avez tout dit, je vais passer à la fin de l'émission. C'est vrai que dimanche prochain, évidemment c'est la Juve, hein, on l'attend tous ce match, même si on se fait pas trop d'illusions. En même temps, ces dernières années, parfois, quand on prédisait un massacre, on avait une petite bonne surprise. Alors, je veux pas non plus faire l'oiseau de mauvais augure, mais faut jamais évidemment vendre la peau de l'ours, hein, dans tous les sens. Ce qui est sûr, c'est que nous serons là. Alors le soir, si tout va bien, sinon comme aujourd'hui, ce sera le lendemain. Bonne semaine à tous. Essayons d'espérer des jours meilleurs, comme je le dis souvent. Rendez-vous dans quelques jours. Salut. Salut. Ciao. Ciao.